Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc la matière qu'on va essayer de voir ensemble au cours de ce semestre 5 de licence en économie et gestion, donc concerne la fiscalité de l'entreprise. Donc c'est un domaine qui touche les impôts. C'est un domaine qui touche le volet juridique, ça veut dire la réglementation juridique de l'impôt, parce que c'est un ensemble de règles de droit qui réglementent les opérations d'imposition. Il y a aussi un volet politique parce que ça concerne la politique fiscale du Maroc en tant que moyen de financement et de développement économique et social. Ça concerne aussi le volet technique parce que c'est les techniques qu'on est censé appliquer pour procéder au calcul de l'impôt et pour déterminer le montant de l'impôt qu'on est censé payer à l'État. Il y a aussi un volet économique parce que c'est un moyen à travers lequel on doit financer le budget général de l'État et par conséquent les opérations de développement économique. Et c'est un moyen aussi qu'on peut utiliser pour encourager les entreprises privées, nationales et étrangères, afin de participer mieux au développement économique et social. Donc on ne va pas trop insister là-dessus. Donc pour les études à caractère économique et de gestion, donc on est censé insister sur plutôt on est concerné par le volet de la fiscalité de l'entreprise. Ça veut dire que ici on peut signaler déjà à l'avance que donc au niveau des impôts, au niveau de la charge de l'application de l'impôt, ça veut dire la gestion de l'impôt. Donc il y a des impôts à caractère administratif qui sont normalement gérés par l'administration fiscale et il y a des impôts à caractère déclaratif et qui sont normalement ou qui devraient être normalement gérés par l'entreprise. Donc on n'est pas censé traiter tous les impôts, le calcul de tous les impôts, mais on va essayer donc d'insister sur le volet qui touche l'entreprise et déterminer la responsabilité de l'entreprise en matière de gestion de l'impôt. Donc les impôts qui concernent l'entreprise normalement, si on peut dire, qui rentrent dans le cadre de la responsabilité de l'entreprise, donc c'est premièrement l'impôt sur les sociétés, qui est normalement géré, calculé et déclaré et payé par l'entreprise, donc ça rentre dans le cadre de sa responsabilité. Il y a aussi la taxe sur la valeur ajoutée, il y a l'impôt sur le revenu, soit pour les entreprises individuelles ou considérées comme des entreprises des personnes physiques, ou les salaires et les indemnités payées aux employés de l'entreprise et qui rentrent dans le cadre de la responsabilité de l'entreprise. Donc dans ce sens, pour un semestre, donc on ne peut pas traiter donc, les trois impôts parce que là, on a deux logiques. Soit une logique qui devrait normalement nous pousser à traiter les trois impôts et par conséquent rester dans le superficiel, soit on va essayer donc de prendre un modèle des trois impôts. On va donc approfondir l'étude donc de cet impôt. Et normalement, on est censé appliquer la même logique, pratiquement la même réglementation, que ce soit au niveau de l'impôt, ou de l'IS ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et qui rentre dans le cadre des responsabilités de l'entreprise. Donc je pense qu'on peut opter pour l'impôt sur les sociétés, sachant que c'est un impôt donc, qui devrait normalement nous intéresser plus. Donc c'est un impôt qu'on est censé appliquer, c'est un ensemble de règles de droit qui réglementent l'impôt sur les sociétés, que l'entreprise doit premièrement maîtriser et deuxièmement les appliquer sur des résultats comptables qui sont eux-mêmes calculés par l'entreprise. Mais avant de passer à l'impôt sur les sociétés, donc, on va essayer donc de voir donc l'historique de l'impôt, non pas l'historique de l'impôt, mais l'évolution de l'impôt, premièrement. Deuxièmement,
on va essayer donc de voir le processus du système fiscal au Maroc. Ça veut dire quelles sont les phases à travers lesquelles on est passé pour arriver à l'impôt sur les sociétés. Donc pour ce qui est donc pour l'historique de l'impôt, donc il y a deux phases. Donc il y a la phase classique et il y a la phase moderne. Donc l'impôt c'est un outil de l'État et l'État a essayé donc de l'utiliser pour servir donc ses responsabilités. Donc pour servir les responsabilités. Donc lors de l'État classique, donc on avait un État donc c'est une étape pendant laquelle on a essayé de répartir les tâches entre les tâches classiques et la responsabilité classique de l'État à caractère administratif et de consommation et les tâches qui rentrent dans le cadre des opérations de développement économique et social et qui étaient l'œuvre d'initiatives privées. Donc on peut présenter donc, notre logique ainsi. Donc vous avez l'État classique à travers laquelle on avait donc un budget classique, là où vous avez les dépenses publiques et là où vous avez les recettes publiques. Donc au niveau des dépenses, donc, elles reflétaient les 4 responsabilités de l'État, à savoir la justice, à savoir la police, à savoir la défense nationale et à savoir la diplomatie. Donc c'était les seules responsabilités de l'État. Donc il y avait des limites donc, au niveau des responsabilités de l'État. Donc ça veut dire qu'on a obligé l'État à se contenter de ces 4 responsabilités. Donc toutes les autres responsabilités qui touchent le développement économique et social donc, étaient l'œuvre de l'initiative privée. On interdisait à l'État d'intervenir. Donc il y avait le principe ou la logique d'un libéralisme non conditionné dans la mesure où le secteur privé donc, intervenait dans la vie économique et sociale avec toute la liberté toute la liberté qu'il faut. Bon, au niveau des... Donc on avait aussi la possibilité donc on était obligé donc, de chercher les moyens de financement de ces responsabilités. Donc il y avait deux types de recettes. Donc il y avait les recettes propres et il y avait les recettes externes. Donc pour les recettes propres, elles étaient constituées de l'impôt ou des impôts. Il y avait l'émission de monnaie, il y avait l'emprunt national. Pour les recettes externes, donc il y avait l'emprunt international. Ça veut dire que l'État classique donc, pouvait utiliser les impôts pour financer ses responsabilités. Il pouvait utiliser l'émission de monnaie, ça veut dire la création de nouvelles masses monétaires et l'injecter sur le marché pour financer les opérations de l'État. Il y avait aussi le recours à l'emprunt national au niveau interne pour financer ses responsabilités. Sinon, si ces ressources ne suffisent pas pour financer donc, ces opérations, donc, on a toujours la possibilité de faire appel à l'emprunt international. Donc, comment ces opérations étaient financées? Donc, en parallèle, il y avait le secteur privé qui avait un esprit d'entreprise. Donc, normalement, un secteur privé qui a l'esprit d'entreprise et qui gère un projet, donc lorsqu'il gère le projet, donc il réalise un revenu brut. D'accord? Donc, de ce revenu brut, il déduit les charges. Donc, normalement, il a le revenu net. Donc, de ce revenu net, il est censé payer l'impôt à l'État. D'accord? Donc, il lui reste le revenu net définitif. Donc, ce revenu net définitif,
Donc, du moment qu'on parle d'un opérateur économique, donc normalement, il est censé affecter une partie à la consommation et le reste à l'épargne. Donc, à travers l'accumulation de l'épargne dans le temps, d'accord? Donc, il a la possibilité d'avoir ou de constituer ou d'accumuler un capital. Donc, une fois le capital, donc il a le capital, donc il va l'affecter vers un investissement. Donc, à travers l'investissement, donc on a plus d'emplois. D'accord? Donc, ça veut dire que à travers la réalisation de l'investissement, donc il est censé, à travers l'accumulation du capital, donc il est censé participer à la formation brute du capital fixe, qui est un indicateur de développement, et à travers l'investissement, donc il va réaliser plus d'emplois et moins de chômage par conséquent. Donc cet investissement va lui donner la possibilité de réaliser plus de production. Donc une partie de la production va être affectée à l'export. Et une fois que nous avons plus d'export, ça veut dire qu'on va participer à l'amélioration de la situation de la balance commerciale. Et deuxièmement, donc le reste, il va l'affecter vers le marché national. Donc lorsque vous affectez une partie de votre production au marché national, donc ça veut dire que le marché national est composé de l'offre et de la demande. Donc ça veut dire que vous allez augmenter l'offre et vous allez améliorer la situation parce que si jamais vous avez une inflation, par plus de demandes que d'offres. Donc, lorsque vous avez plus de production, donc vous allez participer à la régularisation de la situation. Donc, ces opérations vont être couronnées par plus de revenus parce qu'on va commercialiser les exportations et la vente à l'intérieur et vous aurez donc plus de revenus. Donc, sur plus de revenus, lorsqu'il est réalisé au niveau national, donc on l'appelle le revenu national. Donc, ce revenu va être réparti sur toutes les personnes et tous les opérateurs qui ont participé à sa création et c'est ainsi que une partie de ce revenu va devoir normalement augmenter le revenu brut de cet opérateur et par conséquent plus de revenus nets, plus d'impôts, plus de revenus nets définitifs, plus d'épargne, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle la rotation économique. Donc ça veut dire que ce qui nous intéresse c'est cet impôt, d'accord? Lorsqu'il est payé par le secteur privé, donc on va l'affecter pour financer le budget général de l'État. L'une des règles fondamentales qu'il fallait respecter, c'était l'équilibre entre le total dépenses et le total recettes. Ça veut dire que l'État était obligé de respecter l'équilibre budgétaire parce que tout dépassement de cette règle peut normalement provoquer énormément de problèmes et ne va pas pouvoir faciliter cette rotation économique et ce développement économique qui est assuré par le secteur privé. Maintenant, si on suppose qu'on va augmenter les dépenses par rapport aux recettes. Donc si vous avez plus de dépenses que de recettes, ça veut dire que vous allez essayer de chercher, vous serez obligé de chercher un autre moyen de financement. Soit vous allez augmenter les impôts. Maintenant, si vous augmentez les impôts pour financer l'augmentation des recettes, à ce moment-là, vous allez avoir plus d'impôts de la part du secteur privé. Donc, si vous avez plus d'impôts, ça veut dire que vous aurez moins de revenus nets définitifs. Si vous avez moins de revenus nets définitifs, vous aurez moins d'épargne, moins de capital, moins d'investissement, moins d'emplois, moins d'exportation, moins de financement, plutôt alimentation du marché national et moins de revenus nationaux. Ça veut dire que c'est parce que l'État n'a pas respecté la règle de l'équilibre budgétaire que on a retardé le processus de développement. Donc la même chose, si vous faites appel, ça veut dire que si vous ne respectez pas la règle et vous programmez plus de dépenses que de recettes, et vous serez obligé donc de chercher un autre moyen. Si vous ne pouvez pas utiliser l'impôt, ça veut dire que vous allez essayer d'utiliser l'émission de monnaie. Ça veut dire que vous allez créer des billets, de nouveaux billets, vous allez les injecter sur le marché et vous allez augmenter, dans ce cas, la demande. Et si vous augmentez la demande, donc le résultat, c'est l'augmentation des prix et l'inflation. Donc si vous augmentez les prix, ça veut dire que les charges de l'entreprise vont
augmenter. Et par conséquent, le revenu net définitif va diminuer. Et le revenu net, le revenu net. Donc, si le revenu net diminue, ça veut dire que le montant de l'impôt, parce que c'est une partie, ça veut dire la base du calcul de l'impôt, c'est le revenu. Donc, si le revenu net diminue, ça veut dire que le montant de l'impôt devrait diminuer et par conséquent, les recettes publiques vont diminuer et vous allez créer un déficit budgétaire. Maintenant, si les charges augmentent, ça veut dire que le revenu net, le revenu net définitif diminue, l'épargne diminue, le capital diminue et ainsi de suite. Donc ça veut dire que le fait d'utiliser l'émission de monnaie ou de faire le recours à l'émission de monnaie, ça va créer des problèmes. C'est pour cela qu'on interdisait à l'État de dépasser ou de ne pas respecter cette règle. Donc l'emprunt national ou l'emprunt international, donc la même chose. Donc si vous demandez aux opérateurs de vous emprunter, ça veut dire qu'ils vont vous emprunter du revenu définitif. C'est-à-dire qu'il faut attendre à ce qu'ils déterminent le revenu définitif et une fois qu'ils l'auraient déterminé, donc ils vont prendre une partie du revenu net définitif et l'emprunter à l'État. Ça veut dire que au lieu de répartir le revenu définitif sur 2, donc on va le répartir sur 3, et automatiquement, l'épargne devrait diminuer, et par conséquent, le développement qui se base sur l'épargne et le capital, donc va diminuer, et par conséquent, le financement diminue. Sachant que lors de la phase 2, donc on serait obligé d'avoir une autre charge de l'État, c'est le remboursement des dettes publiques. Ça veut dire que lors de la phase 2, les dépenses vont augmenter. Par conséquent, on sera obligé de chercher les moyens de financement. Est-ce qu'on peut utiliser l'impôt? Non. Est-ce qu'on peut utiliser l'émission de monnaie? Non. Est-ce qu'on peut emprunter pour rembourser? Non. Donc, ça nous laisse la possibilité de faire appel à l'emprunt international. Et vous savez tous les conséquences donc, de l'emprunt international. Tout ça, tous ces problèmes, pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté la règle de l'équilibre budgétaire et on a donné la possibilité à l'État de dépasser ses limites. Donc, on se trouve avec un budget déficitaire et un endettement et devant un processus de développement économique et social qui s'est retardé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'intervention de l'État. Maintenant, on va essayer de voir cet impôt. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'impôt. Comment il est conçu, comment il est calculé, comment il est encaissé et sa valeur, comment il est utilisé en tant que moyen d'assurer l'équilibre budgétaire entre les dépenses publiques et les recettes publiques. Donc on serait obligé d'effacer la totalité donc pour reprendre. Donc dans ce cas, si on a un budget équilibré, ça veut dire que vous avez les dépenses publiques et les recettes publiques. Donc si vous avez des dépenses qui exigent par exemple plutôt... Donc nous avons 4 dépenses, la dépense 1, 2, 3 et 4. Ça veut dire 4 responsabilités, à savoir la justice, la diplomatie, la défense nationale et la sécurité et la police. Donc pour chaque dépense, nous avons une moyenne de 20. Donc ça va nous donner un total dépenses publiques de 80. Donc si vous êtes obligé de respecter la règle de l'équilibre budgétaire, ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser l'émission de monnaie, vous ne pouvez pas utiliser l'emprunt national, vous ne pouvez pas utiliser l'emprunt international. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste l'impôt. Donc, si vous avez un seul moyen de financement du budget général de l'État, et le budget général, le total des dépenses est égal à 80, et vous êtes obligé d'avoir un budget équilibré, ça veut dire que vous devez avoir en total recettes publiques
80, automatiquement et logiquement. Donc ça veut dire que si vous avez un seul moyen de financement, ça veut dire que le total des recettes au titre de la recette fiscale que vous devez encaisser en appliquant l'impôt, c'est 80. Donc comment? Donc ça veut dire que vous êtes censé appliquer des impôts, d'accord? Et sur 4 catégories, ça veut dire que vous avez A, B, C et D. Donc ça, c'est les 4 catégories de citoyens, d'accord? Et normalement, vous avez un total recette fiscale qui devrait être 80. Pas plus de 80, pas moins de 80. Donc, quelle est la méthode à travers laquelle on va appliquer un impôt sur 4 personnes et que le total des recettes encaissées devrait être 80. Ça veut dire pas plus de 80, pas moins de 80. Parce que si on a plus de 80, ça veut dire que nous aurons plus de recettes que de dépenses. Donc, pour rééquilibrer le budget, vous êtes obligé de programmer une autre dépense. Donc, cette année. L'année prochaine, vous êtes obligé de la maintenir. Vous êtes obligé à chaque fois d'augmenter l'impôt. Si vous avez moins de 80, ça veut dire que vous aurez un budget déficitaire. Donc, pour les dépenses, donc elles sont permanentes, vous ne pouvez pas les diminuer. Donc, qu'est-ce que vous... oui, les diminuer. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Donc, c'est d'augmenter les recettes fiscales, les recettes. Donc, vous ne pouvez pas augmenter l'impôt parce que vous allez augmenter la charge fiscale des opérateurs économiques et par conséquent, l'investissement va diminuer. Vous ne pouvez pas utiliser l'emprunt national parce que vous allez provoquer l'augmentation des prix et par conséquent l'inflation. Vous ne pouvez pas utiliser l'emprunt national ou international parce que vous allez endetter encore plus l'État. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut appliquer des impôts dont le total des recettes fiscales encaissées ne devrait pas dépasser 80 et ne devrait pas être inférieur à 80. Donc, la seule possibilité, c'est de répartir le montant des impôts, ça veut dire la recette fiscale, sur les 4 personnes. Donc, 80 sur 4, ça nous donne une moyenne de 20. Donc, ça, on l'appelle l'impôt de... Donc, l'impôt de... Pardon. Donc, l'impôt de quotité. Ça veut dire qu'on est intéressé, non pas par l'impôt, mais par la quantité de l'impôt qui devrait être absolument 80. Pas plus de 80, pas moins de 80. Donc, ça veut dire que vous faites les recettes fiscales dont vous avez besoin et dont vous avez fixé à l'avance sur les 4 personnes. Donc, lorsque vous me dites que A, B, C et D, c'est des catégories de citoyens qui bénéficient toutes des mêmes services de l'État et qui payent le même impôt, donc pour nous, c'est une égalité. Ça veut dire que c'est une logique qu'on est censé appliquer parce que si vous bénéficiez des mêmes services, donc vous devez payer les mêmes charges. Mais si on essaye de voir le revenu de ces personnes, donc on va constater que A dispose d'un revenu de 40, B dispose d'un revenu de 80, C dispose d'un revenu de 500 et D dispose d'un revenu de 1000. Maintenant, est-ce qu'on peut constater que c'est un impôt qui est juste, qui est équitable? Non. Pourquoi? Parce que, donc lorsqu'on essaie d'analyser le cas de A, qu'est-ce qu'on va constater? Donc on va constater que A, donc lorsqu'on analyse en fonction de quoi? En fonction de l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qu'il représente en pourcentage? Donc l'impôt, donc ça veut dire que A, combien il sacrifie de son revenu pour payer l'impôt? Donc il sacrifie 50%. D'accord? B, il sacrifie 25%, 20 par rapport à 80. C, il sacrifie 4%, 20 par rapport à 500.
et D, il sacrifie 2%. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc, on peut constater que, au fur et à mesure que le revenu augmente, la charge fiscale diminue. Alors que logiquement, donc soit on est censé sacrifier la même ou le même pourcentage de notre revenu pour payer l'impôt, soit normalement on est censé payer à chaque fois que le revenu augmente, on est censé payer plus d'impôts. D'accord? Donc ça veut dire que c'est un impôt qui est injuste. Plus que ça. Donc le revenu net définitif de A, après avoir payé l'impôt, est égal à combien? Est égal à 60. Le revenu net définitif de B, après avoir payé l'impôt, pardon, là c'est 20, et là c'est 60. Ici c'est 360. Et ici c'est 980. Donc, si vous faites un rapport avant l'application de l'impôt entre A et B, donc B disposait d'un revenu qui vaut le double par rapport au revenu réalisé par A. Alors qu'après l'application de l'impôt, donc on trouve que le revenu de B représente 3 fois plus que le revenu de A. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impôt de quotité est injuste. Ça veut dire du point de vue social, c'est injuste. Bon, maintenant, lorsqu'on parle d'injustice ou de justice fiscale, ça veut dire que on est censé, ça concerne le volet social, ça veut dire le développement social, la justice sociale. Mais maintenant, est-ce que c'est une responsabilité de l'État, le volet social? Non. Parce que l'État, ce qui l'intéresse, c'est les 4 responsabilités et l'équilibre budgétaire. Il s'en fout de la justice sociale. Pourquoi? Parce que la justice sociale, c'est l'une des responsabilités du secteur privé. Donc c'était clair. Tout ce qui touche l'économie et le social, donc c'était l'une des responsabilités du secteur privé. On ne peut pas reprocher à l'État d'intervenir pour rééquilibrer la situation. Bon. Mais c'est un impôt qui pouvait nous garantir l'équilibre budgétaire. Ça veut dire que c'est la seule méthode, c'est la seule technique qui a la possibilité de nous assurer l'équilibre budgétaire. Bon. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu la Première Guerre mondiale qui a été caractérisée par l'incertitude, par l'absence de stabilité sociale, et par conséquent, il y a eu beaucoup de retrait d'investissements et de capitaux. Et il y a eu un transfert de capitaux vers d'autres pays qui n'étaient pas concernés par la guerre mondiale. Donc lorsque vous avez moins d'épargne et moins d'investissement, donc vous aurez moins de production et vous aurez plus de chômage. Donc plus de chômage, donc moins d'emplois, donc ça va provoquer le chômage, et moins de production, donc ça va provoquer l'inflation. Et c'était les deux problèmes économiques qui ont caractérisé cette phase. À partir de 1917, il y a eu la révolution soviétique, et par conséquent, il y a eu l'application des principes de socialisme et du communisme, et à travers la nationalisation des capitaux privés, etc. Donc c'est ce qui a provoqué ou poussé les entrepreneurs à retirer leurs capitaux et
à s'envoler ailleurs, et ce qui a aggravé encore le problème de l'inflation et du chômage, et jusqu'en 1929, là où nous avons eu la crise économique mondiale, donc à travers laquelle on a constaté que le secteur privé était incapable de gérer la situation, et par conséquent, donc si le secteur privé est incapable de gérer la situation et la crise, donc on doit normalement autoriser l'État à intervenir. Donc lorsque vous autorisez l'État à intervenir pour régler un problème à caractère économique et social, donc on ne va pas le régler avec un État dont les interventions sont limitées les 4 responsabilités. Donc ça veut dire que nous avons autorisé l'État à intervenir et nous lui avons donné la possibilité donc de diversifier ses interventions. Et on est passé ainsi de l'État classique à l'État moderne. Donc cet État moderne qui intervient dans les 4 responsabilités à caractère de fonctionnement, donc tout ce qui est fonctionnement, tout ce qui est consommation, tout ce qui est administration. Et en plus de ces 4 responsabilités, donc on lui a attribué la responsabilité à caractère économique et la responsabilité à caractère social. On a autorisé à l'État d'intervenir dans la vie économique et sociale. Et lorsque vous intervenez, donc lorsque vous autorisez à l'État d'intervenir dans la vie économique et sociale, donc l'État ne peut intervenir qu'en utilisant le budget général de l'État. C'est ainsi que la structure des dépenses publiques a changé. D'accord? Donc on va reporter cette intervention pour une autre séance, à travers laquelle on va essayer donc de voir la logique et le raisonnement de l'État moderne. Et ce qui nous intéresse toujours, c'est le facteur de l'impôt, comment il était utilisé lors de l'État classique, comment il est utilisé à travers l'État moderne.